Hasten. We have a problem. D'habitude, quand on parle d'un manque, d'un vide dans notre vie, on a cette attente d'une mécanique super simple. C'est presque de la plomberie ou de l'ingénierie, mettons. Oui, le réservoir de la voiture est à sec, la petite lumière allume dans le tableau de bord, on voit la station-service. On met de l'essence, puis voilà. Le vide est rempli, le problème est réglé. Et c'est une logique qui est très rassurante, dans le fond. C'est binaire, c'est soit plein, soit vide. Tu mets la pièce dans la machine, puis la machine fonctionne. Exactement. Sauf que l'affaire, c'est que quand on commence à appliquer cette même logique mécanique-là à la psychologie humaine, et surtout à nos désirs profonds, on frappe un mur solide. Tellement! On se met à traiter notre propre existence comme si c'était genre un réservoir vide qu'il fallait remplir frénétiquement. Et c'est exactement là-dessus qu'on se penche aujourd'hui pour notre exploration en profondeur. On a rassemblé des documents qui, mis ensemble, proposent de redéfinir complètement notre rapport au désir. Ouais, un gros programme. Vraiment. Pour ça, on va s'appuyer sur des extraits fascinants de l'auteur et psychologue québécois Jean-François Vézina, surtout tirés de ses manuscrits comme La quête du désir, Allumons-nous et Imagine 2050. C'est des textes super riches. Ben oui, mais pour vraiment comprendre la mécanique, on va aussi décortiquer un enregistrement audio assez mystérieux qui parle de classer nos comportements selon des couleurs de pommes. Ça a l'air étrange, dit de même, mais ça a tout son sens. Puis on a aussi une photographie très spécifique, une plaque commémorative d'Antoine de Saint-Exupéry à Québec, devant laquelle on tient une petite bille bleue. C'est un assemblage de sources qui a l'air un peu éclectique au premier coup d'œil, c'est sûr. Ouais, on dirait un gros casse-tête. Oui, la ligne directrice est redoutable. Le fil conducteur, c'est vraiment de voir comment l'humanité a transformé le désir, qui est une énergie colossale à la base, en un simple objet de consommation, ce que Vézina appelle le virus du petit dictateur. C'est un terme fort, ça. Oui. Et la mission pour notre auditoire aujourd'hui, c'est de comprendre comment se réapproprier cette énergie-là. Comment passer du statut de bonhomme allumette, qui se consume et qui brûle pour rien, à celui d'humain allumé, qui rayonne. Bon, décortiquons tout ça. Allons-y. Fait qu'il faut commencer par la base. Pourquoi est-ce qu'on doit arrêter de voir le désir comme un réservoir vide? Mais parce que c'est une erreur de diagnostic fondamentale. Dans les textes qu'on analyse, on s'appuie beaucoup sur la perspective du philosophe Spinoza. OK, le philosophe classique. Exact. Pour lui, le désir, c'est pas un manque. C'est pas un trou béant dans ton âme qu'il faut boucher avec un objet, un statut ou une relation, tu sais. Le désir, c'est l'essence même de l'être humain. C'est notre puissance d'exister. C'est un moteur, c'est pas un gouffre. Attends, je vais être certain de bien comprendre l'idée ici. Parce que ça va à l'encontre de tout ce qu'on ressent au quotidien. Comment ça? Ben, mettons, si je désire une promotion au travail ou si je désire trouver l'amour, c'est littéralement parce que je l'ai pas. Le sentiment que ça crée en dedans, c'est vraiment l'impression d'un manque, d'un vide à combler. Fait que comment Spinoza ou nos sources justifient que c'est pas un manque? C'est une super bonne question. Ce que tu décris, c'est justement le symptôme du piratage de notre énergie. C'est pas le désir naturel, ça. Ah non, pas à 100. Non. C'est le désir qui a été conditionné par notre société moderne. Mes sources utilisent une métaphore vraiment fascinante pour expliquer quand cette bascule s'est produite à grande échelle. OK, je t'écoute. Ils parlent du fameux bug de l'an 2000. Le passage à l'an 2000, mais c'était juste un problème informatique de vieux calendrier dans les ordinateurs, non? Techniquement, oui, tout à fait. Mais psychologiquement parlant, l'auteur suggère que ça a été un vrai point de bascule. Ah, intéressant! C'est le moment précis où l'humanité a réalisé à quel point elle était genre dépendante d'une matrice numérique hyper fragile. Cette angoisse collective de voir tous nos systèmes s'effondrer, c'est ça qui a fait proliférer ce qu'il nomme le petit dictateur. Fait que le petit dictateur, c'est comme un virus de contrôle. C'est ça, un virus psychologique de contrôle et de peur. Pour contrer la peur du vide puis de l'incertitude, on s'est mis à tout vouloir contrôler, mesurer et surtout consommer. On a pris notre puissance d'exister pour la transformer en un besoin compulsif d'acheter pour se sécuriser. Ouais, ça a tellement de sens.
Et c'est là qu'entre en jeu l'histoire de l'arbre à souhait qu'on retrouve dans les notes. C'est l'allégorie parfaite de ce besoin de sécurité qui tourne mal. Absolument. Raconte-la pour voir. Ben, c'est un homme qui cherche un arbre magique, un arbre à souhait. Il finit par le trouver. Évidemment, il demande d'abord la jeunesse. Et il rajeunit instantanément. Exact. Ensuite, il demande la richesse absolue, puis une montagne d'or apparaît devant lui. Et au lieu de juste profiter de sa puissance d'exister, de sa chance, ben, la mécanique du petit dictateur embarque. Ouais, la peur de perdre ce qu'il vient d'acquérir s'installe. C'est ça. Il regarde son or, puis il se met à angoisser. Il se dit genre, qu'est-ce qui arrive si des voleurs débarquent pour tout me prendre? Et vu qu'il est sous un arbre à souhait, Son angoisse se matérialise. Les voleurs apparaissent sur le champ. Ils le dépouillent, puis ils le tuent. La dynamique cachée derrière ce conte, c'est de montrer que la peur, fondamentalement, c'est une force de contraction, c'est une force qui refroidit, qui te fait construire des murs. oui, alors que le vrai désir, lui, c'est une force d'expansion et d'accélération. La peur te fait agir pour te protéger du monde, tandis que le désir pur te pousse à interagir avec le monde. Mettons, c'est comme si le désir était de l'électricité pure, une tension Ah. de 220 volts. Le problème, c'est pas le courant électrique, c'est qu'on passe notre vie à le brancher dans les mauvaises prises. C'est une très belle image. Ouais, on branche notre électricité dans la prise de l'approbation sociale ou dans la prise de la surconsommation. Puis évidemment, on finit par créer un court-circuit. On fait un burn-out, puis on blâme l'électricité. Ce qui est fascinant ici, c'est que ça valide complètement la perspective des sources. Quand on confond l'énergie même de notre élan vital avec l'objet extérieur sur lequel on la branche, on cède tout notre pouvoir. On devient carrément la marionnette du marché. Exactement. Le marché de consommation carbure à ça. Il te fait croire que ton électricité vaut rien si tu la branches pas dans le nouveau gadget ou le nouveau standard de beauté. D'accord. Alors, mettons qu'on a bien compris ça. Si notre désir, c'est cette électricité-là, puis qu'on ne veut pas la brancher dans les mauvaises prises, on fait quoi concrètement? Quelles sont les règles du jeu pour bien l'utiliser sans se brûler? Bien, il faut d'abord identifier à quel type de jeu on est en train de jouer. Les écrits font une distinction majeure entre les jeux finis et les jeux infinis. OK, un jeu fini, c'est quoi exactement? Par définition, un jeu fini a des règles très strictes. Pense à un match de hockey ou une partie de Monopoly. Il y a un début, une fin, des limites claires, puis la règle absolue, c'est qu'il doit y avoir un gagnant et un perdant. Le but, c'est d'épuiser l'énergie pour arrêter le jeu en gagnant. Fait que si on applique ça à nos relations ou à notre succès, on voit l'autre comme un adversaire. Précisément. À l'inverse, un jeu infini n'a pas de gagnant. Le seul et unique but d'un jeu infini, c'est de prolonger le jeu. C'est de créer pour continuer à jouer en recyclant l'énergie. Ah, puis les sauts, c'est ça super bien avec l'histoire d'Aladin et de Jafar. Oui, le classique de Disney. Jafar, c'est le joueur fini par excellence. Il est guidé par la peur puis le manque. Pour lui, Aladdin, c'est juste un objet, une ressource jetable pour obtenir le pouvoir de la lampe. C'est un jeu fini. Et ironiquement, le besoin de contrôle de Jafar finit par l'enfermer lui-même dans les limites d'une toute petite lampe. Alors qu'Aladin, lui, il est guidé par l'intégrité. Il utilise son souhait pour libérer le génie. Fait que les deux deviennent souverains. Ils jouent le jeu infini. Il élargit le jeu au lieu de le restreindre, oui. Et ça nous amène à l'enregistrement audio sur les pommes. La fameuse théorie des pommes. C'est vraiment l'outil parfait pour comprendre ça au quotidien. Au début, le gars qui parle de catégoriser nos comportements avec des couleurs de pommes, ça a l'air éclaté. Mais avec cette logique de jeu, ça devient super clair. Oui, l'audio décrit d'abord les pommes rouges. Ça, c'est le calcul pur et dur. C'est les liens de sang, la comptabilité des erreurs, les règles rigides. C'est le jeu fini, ça. Totalement. C'est comme avoir un curé invisible au-dessus de l'épaule qui chronomètre chaque geste pour te facturer tes erreurs. Ouf, ouais. Puis, de l'autre côté, on a les pommes bleues. L'audio précise qu'elles sont récoltées un 14 mars, le jour de qui? 3,1415, infini. Le chiffre infini? C'est pas un hasard, pas en tout. Non. La pomme bleue, ça représente la spontanéité, l'art, les liens de sens qu'on choisit et la gratuité pure. C'est refuser de tenir les comptes. Il y a aussi les pommes vertes, liées à la matrice en 99 pour se débrancher, puis les pommes blanches, comme le cidre de glace l'hiver, qui rappellent que la douceur peut se distiller même dans le froid. Mais là, il y a de quoi se poser des questions, sérieusement. Qu'est-ce qui te chicote? Ben, dans notre monde hyper compétitif d'aujourd'hui, vouloir gagner à tout prix, c'est finalement s'enfermer dans le jeu des pommes rouges, non? Comment on fait concrètement pour choisir la pomme bleue sans se faire piler sur les pieds? Je comprends l'inquiétude, mais choisir la pomme bleue, l'audio explique que c'est surtout refuser de formater l'autre. Formater, genre comme un ordinateur? Ouais, comme une vieille disquette qu'on voudrait effacer pour imposer notre propre système. Manger la pomme bleue,
c'est abandonner cette illusion de contrôle. C'est ne pas se prendre pour un dieu avec des caméras de surveillance dans le jardin d'Éden, comme il dit. C'est bien beau de vouloir jouer le jeu de la spontanéité et puis d'abandonner le contrôle, mais comment on y arrive quand notre quotidien est dicté par le monde virtuel? Nos écrans, nos téléphones, ce sont littéralement des machines à pommes rouges, des machines de contrôle. C'est le grand paradoxe de notre époque et les textes l'abordent de franc. Ils nous racontent l'histoire de l'exploratrice à l'auberge des révolutions ou l'hôtel de Hilbert à Tekenonde. L'histoire de la fille sur l'application de rencontre. Exact. Elle croyait avoir trouvé l'âme sœur en ligne, mais elle est tombée sur un pervers narcissique. Ce bout-là est tellement lourd. Le texte explique qu'elle utilisait son téléphone, comme une sonde spatiale. Elle envoyait un texto dans le vide, puis elle attendait un écho pour mesurer sa propre valeur. C'est la confusion classique qu'on fait entre le point G et le point J. Oui, explique ça parce que c'est crucial. Le point G ici, c'est le point des besoins. Le besoin viscéral d'être validé par l'extérieur. Le point J, c'est le point de la joie pure de la pomme bleue. Elle était bloquée sur son point G. Le temps de réponse du gars déterminait si elle existait ou pas. Alors, qu'est-ce que tout ça veut dire? Bien, ça illustre parfaitement la loi de la gravité relative évoquée dans les textes. Oui, la fameuse loi de la gravité émotionnelle. La personne ou l'objet à qui on donne le pouvoir de nous rassurer a automatiquement le pouvoir de nous détruire. Nos téléphones sont devenus nos centres de gravité artificiels. Tout à fait. C'est l'intrication ou l'entanglement en anglais de nos désirs avec le virtuel qui crée cette gravité écrasante. Mais le tournant de l'histoire, c'est qu'au lieu de se laisser détruire par le silence glacial de ce gars-là, elle transforme ce vide en poésie. Voilà. L'obstacle n'est pas le problème, c'est l'opportunité. Le silence devient le carburant de son art. Fait que c'est lié à cette idée de l'empreinte éco-érotique. Rouge, mais la joie, la vraie souveraineté, ça vibre en bleu et or. Elle a changé sa fréquence en se réappropriant son désir. C'est fou. Fait que si on parvient à maîtriser ce centre de gravité à l'échelle individuelle, puis à transformer nos vides en poésie, quel est l'impact à grande échelle sur l'avenir de notre société? C'est ça le cœur de projet Imagine 2050, non? Oui, le projet Imagine 2050 introduit les Bézartistes. L'objectif, c'est pas juste de baisser la température de la Terre face au changement climatique. C'est littéralement d'en ralentir la vitesse de rotation. Attends, ralentir la Terre, physiquement? C'est une métaphore perceptive. C'est ralentir notre frénésie par l'art, la poésie et la contemplation. Les textes utilisent l'image des abeilles. Ah oui, l'abeille qui butine sans détruire la fleur. Et qui dansent pour communiquer avec les autres au lieu de produire en ligne droite industrielle. Et pour ralentir cette course folle, le texte mentionne le concept du hieros gamos. Le grand mariage des opposés. C'est ça. Le but, c'est de cesser nos guerres de division constantes. Les hommes contre les femmes, les blancs contre les noirs, la logique contre l'intuition. Trouver une façon de s'accorder sans s'éliminer. C'est là que la fameuse photographie de nos sources prend tout son sens. La photo de la main qui tient une bille de verre bleu devant la plaque de Saint-Exupéry à Québec. La bille bleue, c'est la perle de présent. C'est la pomme bleue, mais vécue dans l'instant. Et la plaque de Saint-Exupéry, ça connecte tout ça avec sa célèbre citation « Le rite est dans le temps ce que la demeure est à l'espace ». C'est tellement pertinent aujourd'hui, Sauce, pour quiconque nous écoute en ce moment. Épuisé par la pression constante de la performance. Le message de Vézina, c'est vraiment un bombe. C'est clair. La véritable rébellion, c'est moins de biens, plus de liens. C'est d'offrir son temps. C'est la seule vraie mesure du changement. Cela soulève une question importante d'ailleurs. Sommes-nous prêts à troquer notre désir de confort immédiat pour le courage de créer des liens réels? C'est le défi de toute une vie, ça. Fait que si on résume notre voyage d'aujourd'hui, on a réussi à extraire le désir de cette vieille logique de consommation. On l'a sorti de la case du manque. Exact. Pour le replacer au centre de la création, comme une énergie. On apprend à croquer dans la pomme bleue de la spontanéité, au lieu de toujours compter nos petites pommes rouges. C'est redevenir l'auteur de sa propre vie. Et pour terminer, je vais amener une pensée provocatrice. C'est une citation troublante tirée du prologue des sources. Elle vient du poète belge Achille Chavé. Ouh, je la connais, elle est frappante. Ouais, ça dit « On n'a jamais aussi soif qu'après avoir traversé un désert qui n'existe pas ». C'est tellement puissant. Ici, l'épuisement massif et le manque perpétuel que ressent notre société moderne, ce vide-là, n'était finalement qu'une illusion d'optique. Un désert artificiel créé de toutes pièces par un jeu qu'on n'a jamais vraiment accepté de jouer. Exactement.
C'est peut-être une invitation à arrêter de courir après des mirages pour enfin commencer à exister. C'est là-dessus qu'on va laisser notre auditoire méditer. Merci d'avoir exploré tout ça avec moi. Ça me fait grand plaisir. On se retrouve très bientôt pour notre analyse. Gardez votre électricité pour les bonnes prises.